Récemment, quelques explorateurs courageux se sont aventurés dans ce célèbre gouffre à la recherche de signes d'esprits noyés. Qu'est-ce qui rend ce puits si énigmatique? Accompagnez-nous pour plonger dans la découverte intrigante qui se cache sous la surface du puits de Jacob. Numéro 12, le puits de Jacob n'est pas un endroit ordinaire pour nager. C'est bien plus que cela. C'est le foyer de nombreux animaux. On sait que des cailles, des géocoucous, des dindons, des serpents d'eau, des crapets, des achigans de Guadeloupe, des écrevisses et des salamandres aveugles vivent dans l'eau et aux alentours. Le puits est aussi la grotte la plus longue du comté de Hay et la deuxième grotte entièrement submergée la plus longue du Texas. Certains l'appellent une source, mais cette merveille naturelle mystérieuse est bien plus qu'une simple source. C'est un phénomène naturel qui suscite la révérence des Amérindiens depuis des milliers d'années. L'eau du puits Jacobs provient de l'aquifère Trinity, un réservoir souterrain naturel qui existe depuis des millions d'années. Cet aquifère, qui donne naissance au ruisseau Citre, est un système complexe de vastes chambres souterraines alimentées par la pluie et l'eau de surface, qui s'infiltrent à travers la roche calcaire, créant ainsi un vaste réseau de grottes et de canaux souterrains. Cette formation géologique complexe est ce qui rend le puits de Jacob vraiment unique. La première mention écrite du puits de Jacob se trouve dans un livre du XIXe siècle écrit par Jacob de Cordoba. Cet auteur fut l'un des premiers agents immobiliers de cette région du Texas. Dans son livre, Jacob de Cordoba a écrit au sujet du puits de Jacob. Il a écrit « Le puits est parfaitement rond. On dirait qu'il a été taillé dans la roche solide par un artiste habile. Et l'eau est si claire que, même à une telle profondeur, on peut distinguer à l'œil nu un objet aussi petit qu'une épable. Alors, si l'eau était si claire, qu'est-ce qui pouvait bien être effrayant en dessous? Ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt y arriver. Bien que la description du puits de Jacob ait été en grande partie précise, certains pensent qu'il l'a écrite pour inciter les colons à s'installer près du puits où ils possédaient des terres. Le puits porte son nom en référence à une histoire biblique concernant Jacob, qui a creusé un puits qui ne s'est jamais asséché. Au début, ces eaux jaillissaient avec une telle force que les plongeurs ne pouvaient pas le traverser. Avec le temps, le courant s'est apaisé, permettant des visites récréatives. Maintenant que le flux s'est arrêté, les plongeurs peuvent explorer davantage de zones. Les visiteurs nagent souvent dans les eaux cristallines ou sautent depuis les rochers à proximité. Certains pratiquent l'apnée jusqu'à 30 mètres de profondeur. Cependant, seuls les plongeurs certifiés peuvent explorer les chambres souterraines, un parcours exigeant de 5 heures. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans ces profondeurs, y compris Kent Maupin et Marc Brachier. Que cherchaient-ils dans ce puits énigmatique? Numéro 11, une plongée mortelle. Le puits commence par un puits vertical qui descend sur 76 mètres jusqu'à un faux fond clairement visible depuis le dessus. Au fil des années, beaucoup ont plongé jusqu'à ce niveau, regardant le ciel à travers l'eau, ramassant peut-être un fossile, avant d'être repoussés vers la surface par le courant de l'aquifère, qui est d'environ 26 500 litres par heure. Le premier plongeur à s'aventurer au-delà de cette section initiale l'a fait au début des années 1950. Aujourd'hui, les plongées les plus profondes sont courantes et généralement sûres. Les plongeurs descendent à contre-courant, laissant souvent les palmes en haut pour éviter de soulever les sédiments et de réduire la visibilité. La descente donne l'impression d'une dérive lente et continue, ce qui permet un atterrissage élégant. Depuis ce niveau recouvert de gravier, un couloir mène vers l'ouest et directement vers un autre palier à 17 mètres. Ici, les plongeurs allument une lampe et sautent, tombant lentement comme une perle qui glisse dans le chantois d'une publicité. Avec une largeur maximale de 6 mètres, le gouffre est rempli de fausses cheminées, de graffitis indéchiffrables et de fissures. C'est le refuge de cyber géants. C'est un endroit froid et indifférent, avec l'entrée visible comme une fenêtre bleue lointaine qui projette une faible lumière lunaire. Un covis au plafond bas mène à 23 mètres de cette salle, se transformant en un espace étroit. Ici, on peut observer des écrevisses et, parfois, des anguilles nées dans la mer des Sargasses, destinées à y retourner pour frayer. L'espace étroit permet généralement aux plongeurs de passer sans avoir à retirer leurs bouteilles, ce qui mène à une salle haute et étroite avec une poche d'air au sommet. Cette scène marque le début du passage vers la 4e chambre, une caverne pas plus spectaculaire que le reste du gouffre. Malgré tout, son inaccessibilité la rend attrayante pour certains. Numéro 10, Kent Maupin et Marc Brachier. Kent Maupin, âgé de 21 ans, était un plongeur expérimenté et assistant instructeur dans un magasin de plongée à Pasadena.
Fasciné par l'exploration des profondeurs du puits de Jacob, il ignorait que 4 plongeurs avaient déjà péri dans la zone qu'il prévoyait d'explorer. Son ami Marc Brachier, un étudiant de 20 ans, partageait son intérêt. La nuit du 9 septembre, alors qu'ils campaient près du puits à Wood Creek, ils décidèrent de plonger après minuit. Arrivés au dernier passage étroit, un endroit réputé mortel, Maupin et Brachier s'y aventurèrent sans langue de secours ni corde de sécurité. Joe Moy, un autre plongeur du groupe, observa impuissant alors que tous deux retiraient leurs bouteilles et disparaissaient dans le tunnel. Personne ne lui en avait parlé. Il éclaira la zone avec sa lampe, essayant d'attirer l'attention de Brachard, mais Brachard ne le regarda pas. Il resta fixé sur sa bouteille et la traîna vers l'obscurité. Moy savait que la situation était grave. Maupin et Brachard avaient des bouteilles en acier qui contenaient encore moins d'air que sa propre bouteille en aluminium. Comme ils étaient à une plus grande profondeur que lui, leur consommation d'air serait plus élevée. Quand il commença à manquer d'air, il frappa sa bouteille avec son couteau, espérant attirer leur attention. Mais il n'y eut aucune réponse. Il laissa sa lampe allumée dans le couloir, espérant qu'il la verrait et trouverait la sortie. Mais, en arrivant à la surface, l'eau claire du puits était devenue d'une couleur chocolat impénétrable. 2 plongeurs pris de panique pouvaient facilement soulever autant de sédiments. Moy comprit immédiatement que Maupin et Brachard étaient morts. Pour beaucoup, cette histoire tragique de Kent Maupin et Marc Brachard est un rappel brutal des dangers qui guettent sous la surface du puits de Jacob. Malgré sa beauté et son attrait, l'intricat réseau de grottes du puits s'est avéré mortel pour ceux qui osent explorer ses profondeurs sans les précautions nécessaires. Cependant, malgré cette histoire et celle de nombreux autres qui se sont aventurés dans les zones dangereuses de la grotte sous le puits de Jacob sans jamais revenir, davantage de personnes ont continué à s'y enfoncer, simplement pour percer ces mystères. Mystérieux et terrifiants sont des mots bien trop faibles pour décrire ce qu'ils ont finalement découvert au fond. Numéro 9. La mission de sauvetage ratée. Don Daible, propriétaire d'un magasin de plongée près du puits de Jacob, et d'autres sont retournés au puits pour sauver Maupin et Brachard. Don Daible a appris l'incident environ 1 heure après qu'il se soit produit. Un policier qui patrouillait dans la zone est venu l'informer, accompagné d'un autre plongeur, Paul Battaglia. À ce moment-là, presque tout le monde pensait que ces 2 jeunes plongeurs avaient trouvé une mort prématurée dans la grotte. Malgré tout, Daible et Battaglia ont tenté de secourir les plongeurs. Ils ont appelé 2 autres volontaires du comté de Hay, membres de l'unité de récupération des corps, et se sont rendus à Wimberley. Il faisait déjà nuit lorsqu'ils sont arrivés au puits de Jacob. Les autres membres du groupe de plongée avaient plongé autour du puits. Depuis l'incident, ils avaient tenté de localiser les jeunes plongeurs, mais sans succès. Ils étaient fatigués et n'arrivaient pas à assimiler ce qui était arrivé à leurs compagnons. Selon les rapports, l'un des plongeurs était allé et venu dans la grotte à 2 reprises, chaque fois pendant 90 minutes. Il a affirmé avoir vu les corps des enfants ensevelis sous un tas de gravier, mais n'a pas pu les récupérer. Daible a regardé vers le puits et n'a vu qu'une obscurité totale. Son instinct lui disait d'attendre jusqu'au matin. Les morts pouvaient attendre jusqu'au matin, mais de toute façon, le puits de Jacob resterait plongé dans l'obscurité. Daible pensa que si ce qu'il avait entendu était vrai et que les corps étaient visibles, il serait facile de les récupérer en plein jour. Il a donc permis à l'équipe de secours de se disperser pour la nuit. Les corps ne furent retrouvés que 10 ans plus tard, lorsqu'un autre groupe de plongeurs, s'étant aventuré dans la grotte, découvrit l'un d'eux. Ce groupe de plongeurs était descendu dans le trou lorsque le courant du puits s'était temporairement arrêté. Mais cela signifie-t-il qu'on n'a rien trouvé au fond, à part le corps du plongeur? Numéro 8. Que s'est-il passé avant qu'on ne retrouve les corps? Restez attentifs. Daible a envoyé 2 plongeurs pour évaluer la situation, dans l'espoir que la récupération serait simple. Cependant, ils n'ont pas pu localiser les corps et le gravier avait presque complètement bloqué le passage. En remontant à la surface, ils ont exprimé leur inquiétude quant à l'instabilité du gravier sur le sol escarpé de la grotte, qui pourrait ensevelir quiconque se trouverait sur son chemin. Daible est retourné à San Marcos pour rassembler une équipe plus grande et du matériel supplémentaire, prévoyant de reprendre l'opération pendant la journée. Ils sont revenus à 10 heures du matin. 2 plongeurs sont descendus et ont commencé à enlever prudemment le gravier à l'aide de pelles, essayant de créer une ouverture praticable. Cependant, leurs efforts n'ont fait qu'aggraver la situation.
Après avoir reçu des rapports contradictoires sur la faisabilité de l'opération, Dibble a décidé de plonger lui-même. Accompagné d'un garde forestier nommé Calvin Turner, ils ont laissé des bouteilles de rechange à 7,6 et 23,8 mètres de profondeur, déroulant une ligne de sécurité. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le puits, ils ont éclairé la fissure du plafond de la troisième salle pour s'assurer qu'aucun corps ne flottait au-dessus d'eux. L'ouverture où les deux plongeurs avaient été vus pour la dernière fois restait impraticable. Dibble vérifia son manomètre et remarqua qu'il lui restait 100 livres par pouce carré d'air, soit assez pour environ 10 minutes à cette profondeur. Il passa prudemment la tête et les épaules dans l'ouverture. Il tenait la corde de sécurité d'une main et la lampe torche de l'autre. Il ne vit rien. Du gravier heurta son masque pendant qu'il évaluait la situation. En voyant l'épaisse couche de sédiments, il comprit que la récupération serait impossible. Avant même de pouvoir réagir, un déluge de gravier le piégea à l'entrée. Dans l'obscurité soudaine, les bras immobilisés et incapables de communiquer, Dibble manqua d'air. Il décida de boire de l'eau délibérément pour se noyer de façon contrôlée. Cependant, après quelques gorgées, un instinct de survie lui permit de se libérer. Turner lui offrit un détendeur de secours, mais en inspirant trop fort, Dibble avala de l'air. Pendant la remontée, l'air piégé dans son estomac se dilata douloureusement à cause de la baisse de pression, un peu comme une embolie pulmonaire. Numéro 7. Le traitement habituel pour cette affection consiste en une immersion simulée dans une chambre de recompression. Les autres personnes présentes ont rapidement transporté Dibble à la chambre de recompression du centre médical de l'armée Brooke, mais le traitement lui a apporté peu de soulagement. Sa douleur a persisté jusqu'à ce qu'un médecin d'un autre hôpital décide de demander des radiographies. Le médecin a découvert une rupture dans la paroi de l'estomac de Dibble et lui a diagnostiqué une péritonite, une affection si grave qu'elle avait déjà été fatale. On lui a dit que sa condition était comparable à celle d'avoir 5 appendices éclatés. Lorsque le chirurgien a ouvert l'abdomen distendu de Dibble, c'était comme coupé dans un ballon de basket. Pendant que Dibble se remettait de l'opération, la recherche des corps a repris. Il a fait appel à un plongeur professionnel nommé Don Brod, d'Austin, pour l'aider. À 46 ans, Brod était un plongeur respecté, connu pour son comportement brusque et ses opinions bien arrêtées. Enfant, à la campagne, il avait nagé au fond d'un canal à riz avec un équipement de plongée fait maison. Son intérêt pour le puits de Jacob était profond et passionné. Il y avait plongé depuis le lycée et faisait partie des tout premiers à l'avoir fait. Une fois, il découvrit les restes d'une vieille charrette à eau au fond, ainsi qu'un jeu de fer à cheval qui, selon lui, appartenait au cheval qui tirait la charrette. Il était donc le candidat idéal pour le poste. Bien que Brod éprouvait une forte aversion pour la récupération de cadavres, il méprisait les plongeurs qui arboraient des écussons de tête de mort sur leurs manches, indiquant le nombre de noyés qu'ils avaient repêchés. Ses propres expériences étaient cauchemardesques. Cependant, ils avaient besoin de son aide pour atteindre le fond du puits. Maintenant que quelqu'un avait le courage et l'expérience de plonger jusqu'au fond, qu'ont-ils trouvé? Brod a réussi à récupérer les corps des 2 premiers plongeurs qui s'étaient noyés dans le puits de Jacob en 1965. Il a retrouvé leur équipement, leurs sacs et leurs carnets de plongée à la surface. Les plongeurs étaient près du dernier passage, leurs langues encore allumées après toutes ces années. De plus, il a également ramené à la surface les cadavres de certains plongeurs non identifiés. Numéro 6, c'était une vision effrayante. Quant à Don Dibble, il s'est retrouvé avec une dette de $8 à sa sortie de l'hôpital. Il n'avait pas d'assurance du comté et sa police était arrivée à expiration. Cependant, la situation n'était pas totalement décourageante. Dibble pouvait compter sur des amis influents dans la communauté de la plongée qui sont venus à son secours. Ils ont lancé des campagnes de collecte de fonds dans le magazine Skindivé et un festival de cinéma sous-marin a été organisé. Grâce à l'argent récolté, destiné à couvrir ses frais médicaux, le médecin de Dibble lui a donné le feu vert pour reprendre la plongée depuis la surface. Après Noël. Sa première destination fut le puits de Jacob, où il comptait bloquer l'accès au dangereux passage final. Il rassembla une petite équipe de plongeurs et se procura une douzaine de sacs de ciment Portland de 36 kg chacun. Ils partirent vers le puits par une claire journée d'hiver, à la fin de l'année. Pendant que Dibble enfilait sa combinaison en néoprène, il ne put s'empêcher de remarquer la cicatrice vive qui lui traversait l'abdomen. Il avoua ressentir de l'appréhension à l'idée de replonger dans le puits.
Les plongeurs chargèrent les sacs de ciment dans des sacs de plongée et les descendirent à l'aide d'une corde jusqu'au premier niveau. Ensuite, ils détachèrent les sacs et les transportèrent manuellement jusqu'à la restriction à 23 mètres, là où ils voulaient construire la barrière. Ce fut une tâche vraiment épuisante. Imaginez des agents de bord transportant un camion entier de bagages. C'est à quel point la mission était exigeante. Cependant, les travaux avancèrent plus vite que prévu et ils érigèrent le mur en milieu d'après-midi. Ils enfoncèrent des tiges métalliques entre les sacs pour renforcer la structure. Une fois le béton durci, ils se sont assurés de laisser suffisamment d'ouverture dans la structure pour maintenir le flux d'eau provenant des profondeurs de la Terre. Après le tragique incident qui a coûté la vie à Kent Maupin et Marc Brachard dans le puits de Jacob, dont Dible a pris les choses en main. Pour éviter d'autres pertes, il a installé une grille à l'entrée du système de grotte, une barrière physique destinée à dissuader les amateurs de sensations fortes de risquer leur vie dans ce dangereux labyrinthe sous-marin. Cependant, la plupart des gens ont ignoré ces efforts. Lors d'une plongée ultérieure pour inspecter la barrière, Dible découvrit que quelqu'un avait retiré la grille et l'avait remplacée par une note disant « Vous ne pouvez pas nous empêcher de passer ». Maupin et Brachard font partie des nombreuses personnes qui ont succombé au danger de Jacob SOS. Maupin, en particulier, n'était pas un novice. Il faisait de la plongée depuis l'âge de 12 ans et était instructeur de plongée certifié. Numéro 5. Qu'est-ce qui rend le puits de Jacob si dangereux? Dans un article de 2001 sur la visite de Waberly, l'auteur Louis Bon s'est penché sur les complexités de la navigation dans le système de grotte. Le puits présente de nombreux défis, notamment des passages très étroits entre plusieurs chambres. Bon a également mentionné une fosse chelinée, un élément trompeur qui semble offrir une sortie, mais qui a piégé au moins un plongeur dans les cavernes les plus profondes. La combinaison d'espaces restreints et d'un sol de gravier et de limon peut sérieusement troubler la visibilité, surtout si les plongeurs déplacent par erreur le matériau meuble. Malgré ces dangers connus, l'attrait du puits de Jacob reste irrésistible pour certains. Les autorités ont installé une grille plus robuste pour dissuader les plongeurs non autorisés d'explorer les profondeurs dangereuses du puits. Cependant, cela n'a pas empêché un quasi-désastre en 2015 qui a touché le plongeur Diego Adam, âgé de 21 ans. Lors d'une plongée en apnée, Adam est descendu à environ 30 mètres lorsqu'il a perdu une palme, ce qui a considérablement affecté sa mobilité. Sous une montée d'adrénaline et avec les poumons en manque d'oxygène, Adam décida en un instant d'abandonner la panne perdue et de tenter de remonter à la surface. Son expérience en plongée s'est révélée inestimable à ce moment critique. Il a réussi à garder son calme et sa concentration. En atteignant la surface juste au moment où son corps était au bord du manque d'oxygène, Adam a échappé de justesse à devenir une autre victime du puits de Jacob. Les incidents survenus dans le puits de Jacob mettent en lumière les risques inhérents à la plongée, en particulier dans les systèmes complexes de grottes sous-marines. Ils rappellent durement l'importance d'une formation adéquate, du respect des mesures de sécurité et de la compréhension que la nature peut aussi se montrer impitoyable, malgré toute sa beauté et son attrait. Malgré les efforts de personnes comme Dible, l'appel de la nature s'avère souvent trop fort pour ceux qui sont attirés par l'excitation de l'exploration. C'est le témoignage de l'esprit humain indomptable, de la quête d'aventure et du dépassement constant des limites du monde connu. Cependant, cela souligne aussi la nécessité de la prudence, de la préparation et du respect envers la puissance et l'imprévisibilité de la nature. Le puits de Jacob est une histoire édifiante sur l'aventure et la perte, le courage humain et la quête incessante de l'inconnu. Numéro 4. D'autres sites de plongée dangereux. Saviez-vous qu'il existe dans le monde des sites de plongée encore plus dangereux que le puits de Jacob? Bien que le puits de Jacob au Texas soit un nom très connu dans ce domaine, célèbre pour son réseau complexe de grottes entrelacées qui a coûté la vie à de nombreux plongeurs, il n'est pas le seul à posséder un attrait aussi mortel. Plusieurs autres sites de plongée à travers le monde offrent des expériences uniques, mais présentent également des risques importants pour les plongeurs. Voyons quelques-uns de ces autres sites de plongée dangereux. Le premier sur notre liste est le Cenote Eagle's Nest, en Floride. Ce site est souvent appelé l'Everest des sites de plongée. Comparer cette plongée au sommet le plus élevé du monde ne concerne pas seulement l'excitation, mais aussi les risques qu'elle comporte. Le Cenote fait plus de 90 mètres de profondeur, ce qui conduit les plongeurs dans un système complexe de grottes remplies de passages et d'espaces étroits. Le véritable danger réside dans la faible visibilité à l'intérieur du Cenote. Il est facile pour les plongeurs de se perdre dans ce labyrinthe. Ce Cenote a coûté la vie à de nombreux plongeurs.
Le plus récent était Charles Odom, un homme de 55 ans. Odom est allé sur ce site de plongée avec 3 autres personnes, Evan May, Christopher Jones et Kevin Lura. Cependant, Evan May a eu des problèmes avec son équipement, alors il est resté pendant que les 3 autres plongeurs entraient dans le cénote. Le groupe de 3 a exploré le célèbre salon de bal de la grotte, une chambre sous-marine. Pendant qu'ils faisaient cela, Lura et Jones ont remarqué qu'Odom était à bout de force à environ 30 mètres de profondeur. Ils l'ont rapidement remonté à la surface et May, qui était à terre, l'a sorti de l'eau. En voyant son corps, May a tenté de réanimer son compagnon, mais Odom ne répondait pas. Lorsque les services d'urgence sont arrivés sur place, ils ont déclaré Charles Odom mort sur le coup. Avant la mort de Charles Odom, au moins 10 plongeurs étaient déjà morts là-bas depuis 1981, y compris un père et son fils qui se sont noyés lors d'une excursion le jour de Noël 2013. Numéro 3, le gouffre du Nid de l'Aigle. C'est tellement dangereux que le site a été fermé aux plongeurs de 1999 à 2003. Ce genre d'histoire devrait suffire à dissuader les gens de plonger dans le gouffre. Pourtant, malgré les risques, l'attrait du Nid de l'Aigle est indéniable, attirant des plongeurs du monde entier dans ses profondeurs. Un autre site de plongée dangereux se trouve à Tulum, au Mexique. Il s'agit d'un cénote inquiétant appelé le Tanque de la Perdition. Ce cénote, appui au gouffre naturel, est aussi dangereux que magnifique. Ces eaux cristallines peuvent être trompeuses, attirant les plongeurs dans un réseau complexe de grottes et de tunnels sous-marins. Le risque de se perdre ou de rester coincé dans ces labyrinthes sous-marins rend ce site particulièrement dangereux. Tout comme le gouffre du Nid de l'Aigle, les dangers du temple maudit sont très bien documentés. Il y a même un panneau avec une tête de mauve et des os croisés à l'entrée sous-marine du système de tunnel. Cependant, dans cette zone, les barrières d'entrée sont peu strictes pour les guides. Le Temple de la Perdition offre une expérience de plongée inégalée à ceux qui osent s'y aventurer. Ainsi, malgré les dangers qui rôdent, ce site de plongée accueille les plongeurs les plus audacieux. Numéro 2, le cénote du mont Gambier en Australie. C'est un autre des sites de plongée les plus dangereux au monde. Le gouffre a été découvert en 1938, après qu'un fermier a décidé de vérifier la cause de la chute soudaine de son cheval. Il a vu qu'une petite parcelle de terre avait cédé la place à un gouffre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce gouffre s'étendait bien plus bas que ce que le propriétaire terrien aurait pu imaginer. Au fur et à mesure que la nouvelle de ce puits se répandait, il attirait des plongeurs aventureux venus des 4 coins du monde pour assister au spectacle. Pour y pénétrer, les plongeurs devaient passer leur corps par une petite ouverture afin de descendre dans une immense grotte aux eaux cristallines. En 1973, ces plongeurs ont commencé à s'aventurer dans le labyrinthe souterrain. C'est alors que les dangers du puits ont commencé à devenir évidents, car les corps des plongeurs piégés étaient souvent perdus, puis retrouvés plus tard sous forme de cadavres. La chambre principale, connue sous le nom de puits, est une vaste caverne sous-marine de 140 mètres de long et 80 mètres de large. À son point le plus étroit, elle présente 2 grands tunnels qui s'étendent de chaque côté d'un monticule de roches sous-marines de 36 mètres de profondeur, selon les informations de Border Watch. Plus d'une décennie après le tragique incident de 1973, le groupe de recherche de CD a réalisé 73 plongées cartographiques et photographiques afin de créer la première carte et des mesures précises de cette caverne apparemment sans fond. Le 28 mai 1973, 8 plongeurs se sont aventurés dans le puits, mais seulement la moitié en est ressortie. Il a fallu près de 8 mois pour localiser le premier corps. Par pur hasard, les victimes restantes sont restées cachées dans les profondeurs glaciales et dangereuses du puits, jusqu'à ce que 2 membres de l'équipe reçoivent une formation de plongée profonde avec des instructeurs de la Marine royale australienne. Après un entraînement intensif pour éviter le même sort que ceux qu'ils recherchaient, les plongeurs sont descendus dans le puits. Au cours de plongées séparées, ils ont découvert les corps des frères Stephen Millet, 22 ans, et Christine Monsieur Millet, 19 ans, ainsi que Gordon G. Roberts, 28 ans, et John H. Bokerno. Glenn Millet, 25 ans, frère de Stephen et Christine, faisait partie des 4 survivants. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à retrouver ses frères et sœurs. Avant la catastrophe, environ 8 plongées avaient été effectuées dans ce qui est aujourd'hui reconnu comme l'une des grottes de plongée les plus dangereuses au monde. D'autres plongeurs pensaient que l'incident fatal de 1973 avait dû se produire lorsque 4 plongeurs avaient quitté la chambre principale, claire et ensoleillée, pour entrer dans un tunnel obscurci par la vase qu'ils avaient soulevée. Comme vous pouvez le voir,
ce site de plongée n'est pas fait pour les ânes sensibles. La profondeur du gouffre et la possibilité de désorientation dans le système de grotte contribuent à sa dangerosité. Numéro 1, le trou de Samsor. C'est un site de plongée bien connu situé dans le golfe de Thaïlande. Ce site de plongée est un paradoxe de beauté et de danger. Avec une profondeur allant jusqu'à 85 mètres, le trou de Samazan est le site de plongée le plus profond de la région, ce qui en fait un défi irrésistible pour les plongeurs en quête de sensations fortes. La profondeur du Sanizan n'est pas sa seule caractéristique intimidante. La zone est une zone de navigation très fréquentée par d'énormes pétroliers. Ces immenses navires ajoutent un élément de risque à l'expérience de plongée, car les plongeurs doivent naviguer entre eux, rendant la synchronisation et la précision cruciales pour une plongée en toute sécurité. Les forts courants qui tourbillonnent autour du trou rendent la plongée encore plus dangereuse. Ces courants peuvent changer rapidement, prenant les plongeurs au dépourvu et les mettant en danger. Les plongeurs doivent posséder une force physique et la capacité de s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Comme si cela ne suffisait pas, le trou de Sanizan abrite également des barracudas mortaines, un poisson prédateur connu pour son agressivité. Ces créatures pourraient attaquer rapidement les plongeurs inattentifs. L'eau du trou est tellement trouble que la visibilité est presque nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives avant qu'il ne soit trop tard. Pour couronner le tout, le trou de Sanizan est également connu pour être une décharge d'explosifs remplis de bombes non explosées datant d'une époque révolue. Cela signifie que les plongeurs doivent faire preuve de prudence afin d'éviter de perturber ces vestiges potentiellement mortels du passé. Le trou se caractérise également par ses passages étroits et ses espaces confinés, ce qui facilite le fait que les plongeurs se perdent ou restent coincés. Cela exige que les plongeurs possèdent d'excellentes compétences en navigation et gardent leur sang-froid, car la panique peut entraîner des erreurs fatales. Le trou de Sanizan a déjà fait plusieurs victimes. De nombreux rapports ont été reçus concernant des plongeurs qui ont sous-estimé les dangers de l'endroit et en ont payé le prix fort. Malgré ces dangers, le trou de Sanizan continue d'attirer des plongeurs du monde entier. Sa réputation de site de plongée exigeant, associée à une faune marine unique et à des artefacts historiques, en fait une aventure sous-marine à la fois fascinante et dangereuse, offrant des expériences uniques et palpitantes. Ces sites de plongée dangereux ne sont réservés qu'aux plus courageux. Ils exigent un haut niveau de compétences, d'expérience et, surtout, de respect pour la puissance et l'imprévisibilité de la nature. Comme pour tout sport extrême, la clé pour profiter de ces expériences en toute sécurité est de comprendre les risques et d'être correctement préparé. Alors, que tu sois un plongeur expérimenté ou simplement un aventurier dans ton fauteuil, souviens-toi que, même si les eaux du Maine peuvent être impressionnantes, elles peuvent aussi être incroyablement dangereuses. Un détail de plus, la zone naturelle du Puy de Jacob est ouverte au public tous les jours de 8h à 18h. Actuellement, la baignade n'est pas autorisée, mais les visiteurs peuvent profiter de la randonnée et admirer la source. On se retrouve dans la prochaine vidéo.